Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire que je vais co-animer avec Laure. Bonjour Laure. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Et on va vous présenter les résultats du baromètre qu'on mène depuis déjà quelques temps avec CCLD, baromètre candidat versus RH, pour avoir Avec un peu tout à fait. Pardon. les nouvelles tendances après l'été. Avec une petite nouveauté sur cette 7e édition, c'est l'ajout du regard des managers. C'est parti. On a décidé d'intituler ce webinaire de rentrée et de reprise avec Christophe It's Time to Act, puisque vous allez le voir dans les résultats qu'on va vous délivrer sur cette 7e édition. Il y a des choses qui sont dans le statu quo, des éléments qui évoluent, et en tout cas, ce que nous, on a retenu par rapport à cette analyse sur ce 7e baromètre, c'est qu'il est temps de continuer à agir avec les moyens, avec les budgets dont on dispose pour justement faire bouger les choses et s'assurer que le match puisse avoir lieu entre candidats et RH et par-dessus tout, réussir à continuer à engager les collaborateurs sur cette fin d'année et début 2024. Pour faire un petit résumé très rapide sur le panel, donc édition qui n'est pas encore sortie sous format magazine, donc c'est de la pure exclusivité, ça sortira la semaine prochaine. On est sur un panel de 530 candidats, 140 RH et 70 managers, avec tous les secteurs d'activité représentés, alors juste mesure, on a du commerciaux, de la distribution, de l'industrie, etc. Et aussi toutes les tranches d'âge représentées. Parfait. Première tendance qu'on va débattre avec vous, évidemment avec Christophe, c'est qu'on le sait, on est dans un environnement RH plus largement, toujours plus hostile, mais je dirais plus incertain. Il y a 3 tendances liées à l'incertitude qu'on peut observer sur cette 7e édition. La première chose, c'est que l'environnement RH, les professionnels du recrutement, sont un peu plus pessimistes à horizon fin d'année que les candidats eux-mêmes, qui sont eux plutôt confiants. On y reviendra tout à l'heure. Autre simulation, autre élément qui a bougé, et Christophe, tu pourras du coup compléter ce que je vais dire là tout de suite, c'est qu'on est toujours sur des intentions de recrutement qui sont fortes, mais avec une évolution dans le volume de postes qu'on recrute. Plus clairement, autant en janvier, sur la dernière édition, les intentions de recrutement étaient fortes sur du volume, c'est-à-dire qu'on recrutait beaucoup de postes divers et variés dans les entreprises. Aujourd'hui, la tendance est toujours sur les intentions de recrutement qui sont fortes, mais on est plus sur un poste ou quelques postes. Ouais, alors après, on a eu les résultats de la DARES là, sur les embauches au premier trimestre, avec une augmentation générale de 0,7% des deux nouveaux contrats signés. Alors, il y a quand même des choses intéressantes à regarder. Donc déjà, on peut comprendre que suite à ce premier trimestre où il y a eu une forte augmentation, l'année 2023 soit plus poussive sur sa continuité. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de contractualisation de CDD, c'est en hausse par rapport au CDI. Donc ça montre quand même, et ça renforce cette incertitude, l'augmentation du nombre de CDD. Bon, vous verrez, après, il y a des augmentations plus ou moins en fonction des secteurs. Le secteur où il y a le plus d'augmentation, c'est le secteur du service aux entreprises, suivi du secteur tertiaire. Et les secteurs où il y a eu le moins de recrutement, c'est l'industrie. Donc on peut facilement comprendre que là, à horizon deuxième, troisième trimestre, on est un repli et moins de... Finalement, il y a moins de postes ouverts aujourd'hui. Autre élément pour terminer sur cet environnement incertain, parce qu'on aime bien commencer par se plomber le moral pour ces webinaires, mais vous allez voir, on va éclairer le sujet un peu après. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, interrogé aussi les managers sur leur perception. Et ce qu'on relève, ce qu'on ne relevait pas sur les éditions précédentes, c'est que les RH et les managers s'entendent sur un fait, c'est qu'ils observent de plus en plus d'exigences, et on verra sur quoi, et d'instabilité de la part des candidats. On nous parle encore plus, mais vous le savez, de ghosting, de candidats qui ne se présentent pas, de candidats qui refusent à la dernière minute. On en parlait hier sur un podcast qu'on a enregistré sans trop délivrer de secret avec toi, Christophe, et FIDRH, sur le fait que, oui, il y a des personnes qui signent les promesses d'embauche et qui ne se présentent pas le premier jour. Donc, globalement, c'est un sentiment, un d'alignement entre les RH et les managers qui notent cette exigence, cette instabilité, des candidats. Pour faire justement le parallèle avec les candidats, ce qu'on observe aussi en termes de tendance sur cette édition, c'est qu'on pose la question très clairement, on ne l'avait jamais posée aussi clairement à nos candidats, qu'ils soient en poste ou non, est-ce que vous êtes satisfait de votre emploi actuel ?
on obtient une note de 5,5 sur 10. Donc moi, de mon regard à verre à moitié vide, j'ai plutôt tendance à me dire que les talents, en poste sont pas forcément très bien dans leur basket et quand on corrèle et Christophe, tu pourras, du coup, évidemment, interagir sur le sujet juste après, parce qu'on a eu cette discussion, intéressante. On pose aussi la question sur, votre rémunération vous semble-t-elle satisfaisante? Et 51% des candidats nous disent qu'ils semblent être sous-payés. Il y a plusieurs études qui confirment la note de 5,5 sur 10, qui est finalement pas mal, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y a une étude qui indiquait que 4% des salariés français étaient engagés. 4%. Ça veut dire qu'il y a 96% des gens qui ne sont pas engagés dans leur job. Bon, ça reste une étude, tout est relatif, mais là, c'est pareil. Hier, on a fait paraître un article sur une autre étude qui dit qu'un salarié sur deux pense que son poste n'est pas adapté à sa personnalité. Donc, en fait, les candidats, les salariés en général, de toute façon, on le sait, se questionnent davantage depuis les 3 dernières années. Maintenant, sur la partie rémunération, évidemment qu'actuellement, beaucoup de salariés estiment qu'ils sont sous-payés. Ben, forcément, on est en pleine inflation. Il suffit de regarder les pubs à la télé. Regarder les pubs d'Intermarché, voilà, ils soulignent bien le truc. C'est assez drôle, mais c'est exactement ça. Et le problème de cette inflation, c'est qu'elle impacte les salariés, mais elle impacte aussi les entreprises, qu'on disait tout à l'heure. On en discutait avec Laure. Aujourd'hui, on est sur des taux, par exemple, quand vous faites une acquisition immobilière, à 4,5% de taux d'intérêt, bientôt 5 points. Bah, ça veut dire que les salariés, potentiellement, ont du mal, ne serait-ce qu'à acheter un logement, mais ça veut dire aussi que si ces taux sont forts pour les salariés, il faut savoir que pour les entreprises, ces mêmes taux sont majorés de 30 à 40%. Donc les entreprises ne peuvent pas compenser cette inflation. Certaines le peuvent et d'autres ne peuvent pas. Donc évidemment, aujourd'hui, on a ce problème de rémunération. Et ce qu'on évoquait, c'est que de toute façon, les entreprises vont devoir trouver d'autres leviers pour satisfaire les collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on délivrera quelques pistes, parce que bon, on est bien conscient que, comme tu l'as dit, Christophe, c'est pas simple pour les entreprises de travailler sur le niveau de rémunération. Donc, il y a d'autres leviers pour continuer à engager, travailler sur un projet. Voilà, parce que pour nous, encore une fois, la conviction, c'est de continuer à agir. On est dans un contexte certes incertain et inflationniste. Pour autant, il y a des choses qu'on peut continuer et qu'on doit mettre en œuvre dans les entreprises pour justement aller chercher ces candidats, réengager les collaborateurs, faire notre maximum pour vraiment créer le projet qui va bien. Et en plus, on est aussi dans un contexte, pour bien continuer à se plomber le moral, mais vous allez voir après, ça va être beaucoup plus sympathique, où ce qu'on observe aussi sur cette 7e édition, c'est qu'on a des candidats, des talents en poste qui sont toujours plus sûrs d'eux quant à leur niveau de confiance de retrouver un emploi. En fait, ils nous disent d'un côté qu'ils sont 64% à déclarer que leur envie de changement professionnel est plus forte qu'en janvier 2023. Et de l'autre côté, ils sont 60% à dire qu'ils sont certains de trouver un travail. Donc, ils ont envie de changer, mais sont plus passifs, c'est ce qu'on observe, 51% de candidats qui se disent passifs, parce qu'ils sont certains de réussir à trouver un projet qui leur correspond vraiment. Ils ont l'embarras du choix, ils sont sursollicités, et donc sont assez sûrs d'eux, en termes de niveau de confiance, pour retrouver un emploi. Alors, ce qui est assez marrant, parce qu'en fait, on peut imaginer que dans les mois à venir, on va avoir une situation qui va avoir tendance à rééquilibrer la donne, parce que d'un côté, on a des entreprises qui ont moins de postes à pourvoir, qui ont du mal à faire face à l'inflation. Et d'un autre côté, on a des candidats qui, dans cette vague de 2021-2022, se disent « c'est open bar, je peux y aller ». Sauf qu'en fait, on va arriver à un point où c'est plus vrai. Je pense que d'ici fin d'année, début 2024, le marché de l'emploi en France va commencer à se tendre. Parce que là, on a une tendance des derniers mois où on a eu un surmarketing de démissions silencieuses, enfin, on a eu droit à tout. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Ça commence à changer. Je pense qu'on est vraiment à un seuil. Ouais. Je partage ton avis, on verra à 6 mois, enfin, même à 4 mois, à fin d'année. Mais globalement, on est dans ce système-là. Et pour autant, le temps que la tendance arrive à ce niveau d'équilibre, entre guillemets, je reste convaincue que le sujet, c'est de toujours
plus pour les entreprises, aller chercher ce qu'il y a derrière et valoriser leurs projets pour aller les chercher, ces candidats, et se dire bah, concrètement comment nous, on les engage en tant que collaborateurs et comment on va chercher des candidats qui diront demain, non pas un salarié sur deux pense que son poste n'est pas adapté à sa personnalité, mais plutôt d'être à du 100% qui pensent que leur emploi est adapté à leur personnalité. C'est en tout cas l'enjeu et le rêve pieux que je peux émettre. Alors après, il y a là, ce que j'ai dit, c'est une analyse générale. Évidemment, il y a des secteurs qui, de toute façon, sont sinistrés, hein. Je pense à hôtellerie, restauration. Ces secteurs-là, de toute façon, sont des secteurs ou même des métiers type, si vous allez chez votre coiffeur, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est devenu un métier hyper complexe, hein. Trouver un coiffeur, une coiffeuse, aujourd'hui, c'est pas possible. Tous les métiers qui obligent les gens à travailler le week-end sont des métiers qui, aujourd'hui, sont extrêmement difficiles à recruter, où tout simplement, les gens se sont dit non, en fait, j'ai plus envie, et bien souvent ont même engagé des reconversions. Donc, de toute façon, ces métiers-là vont devoir se réinventer, et je pense qu'ils auront toujours, dans les mois à venir et dans les années à venir, des problèmes de fonctionnement. Il va falloir vraiment réinventer les modèles. Et pour autant, ils sont essentiels au développement de notre économie. Donc, c'est ça tout le paradoxe à résoudre, c'est de se dire comment on fait pour continuer à attirer des personnes sur ce type de métier. Comme tu dis, se réinventer, ça c'est sûr. Et en face, voilà, continuer à faire vivre notre économie, à développer l'économie, puisqu'on a besoin des commerçants, on a besoin de toute cette J'en population. discutais récemment avec un directeur d'hôtel qui me disait: «Écoute, moi, j'ai pas de solution, en fait. Je peux pas augmenter les salariés, je peux pas proposer des salaires supérieurs aux candidats, je peux pas fermer le week-end, sinon mon modèle fonctionne plus, hein». Ils font quand même 70%, voire 80% de leur business sur le week-end. Et il me disait: «La seule solution pour moi, c'est la semaine de 4 jours». Et il me disait: «Même avec ça, aujourd'hui, c'est compliqué de recruter». Mmh. Donc, Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, on va terminer cette première partie avec le sujet de leurs attentes. Donc, on a commencé par un environnement incertain, ensuite que les candidats sont plus sur d'eux et pas forcément à l'aise dans leur basket, mais pour autant, ils ont envie de changement professionnel, comme tu l'as souligné sur certains secteurs, évidemment, Christophe. Et du coup, on allait les chercher une nouvelle fois sur le questionnement associé à de quoi avez-vous besoin concrètement. Il y a 3 éléments qui ressortent, dont le premier, je commence par l'inverse de la slide, de se dire que depuis 5 éditions maintenant, on a toujours ce même sujet en disant bah, qu'est-ce qui vous pousse à dire oui à un nouvel employeur. Et en numéro 1, ce qu'on observe, c'est l'adéquation à mes valeurs. Et c'est numéro 1, adéquation à mes valeurs, il ne bouge pas depuis 5 éditions. Donc on a vraiment ce côté très fort, ce côté de se dire bah, moi je vais rejoindre un projet, une entreprise, si ça correspond vraiment à ma personnalité et plus largement à mes valeurs en lesquelles je crois. C'est-à-dire que je ne vais pas aller travailler dans un environnement dans lequel je suis complètement désalignée. En fait, c'est vraiment ce sujet-là. Et sur les 2 autres éléments qui ressortent sur cette édition de septembre, c'est qu'on a 2 sujets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le mois de janvier, on posait la question qu'est-ce qui vous donne envie de bouger? Et il nous répondait en 1, la rémunération, en 2, qu'est-ce qui nous donne pas envie de postuler? En 1, la rémunération, et en 2, le manque de projet qui donne envie. Et le manque de projet qui donne envie est maintenant en premier, devant la rémunération, et bien devant la rémunération, qui est passée 4e. Donc on a ce côté-là, où on avait déjà un peu touché du doigt cette tendance il y a 2 éditions précédentes, en disant bah, concrètement, moi je ne postule pas en tant que candidat parce que je ne trouve pas de projet qui me donne réellement envie. Et en dernier lieu, c'est qu'on observe aussi dans cette édition, on leur pose la question bah, concrètement, qu'est-ce qui ferait que vous diriez oui plus rapidement? Et ce sujet, avec la réponse, est si j'ai en face la parfaite compréhension de mes attentes. Donc on revient sur un système où, c'est ce qu'on partageait aussi avec Christophe tout à l'heure, où il y a ce besoin d'alignement très fort, le sentiment de se sentir bien à l'aise avec ce qu'on vend, ce qu'on travaille, dans l'environnement dans lequel on est, pour correspondre pleinement à sa personnalité, se sentir bien dans ses baskets. Donc, ils ont un vrai besoin de projets qui donnent envie, qui correspondent à leurs attentes, à condition qu'ils soient au clair sur leurs attentes, et en adéquation avec leurs valeurs. c'est intéressant parce que c'est compliqué pour une entreprise de faire passer ses valeurs en tant qu'entité. Tu vois, en tant que boîte, de dire, bah, alors après, on le voit, hein, les boîtes ont des engagements sociétals, ont des engagements X ou Y pour dire on fait ci, on fait ça, chez nous, on fonctionne comme ça. Mais finalement, ce qui parle le plus aux candidats, là, on ne l'a pas étudié, mais finalement, c'est les personnes qu'ils vont rencontrer dans l'entreprise.
ou les personnes qui représentent l'entreprise. Et on s'en rend bien compte parce qu'aujourd'hui, les boîtes qui avaient du mal à recruter font même appel à des influenceurs pour augmenter leur sourcing. Pourquoi elles font ça en fait? Parce qu'en fait, elles ont compris que les candidats veulent s'identifier à des personnages, enfin à des personnages. Elles veulent pouvoir s'identifier à des personnes. Quand vous allez en entretien, de toute façon, bon, vous rencontrez un recruteur, mais vous allez forcément rencontrer votre manager. Mmh. Et c'est ça en fait qui fait mouche. Donc, je pense quand même qu'on est dans une ère où le recrutement aussi est en train de changer Clairement. par rapport aux attentes des candidats en matière de perception de l'entreprise. Ils ont envie de percevoir l'entreprise à travers finalement les humains qui composent l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un point hyper important. Et avec une notion très forte de transparence, enfin, c'est ce qu'on disait, aussi précédemment sur les dernières éditions. Cette logique de se dire, bah, c'est pas parce que l'entreprise est en difficulté ou qu'elle a des projets sur lesquels elle n'arrive pas à avancer, qu'il faut pas le dire, en fait. Enfin, il y a un principe de vérité et de transparence dans la rencontre qui se fait avec ces humains dont tu parles, Christophe. Et c'est d'autant plus fort aujourd'hui, qu'hier, ce sujet de se dire: «Bah, j'ai besoin en face d'avoir un vrai humain». Et je suis d'accord avec toi sur la transparence. Il y a des boîtes qui, des fois, masquent un peu leur mode de fonctionnement, qui vont même écrire dans leurs annonces télétravail possible, alors qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'elles se disent, ah, mais si je ne propose pas de télétravail, je ne vais pas pouvoir recruter. Mais en fait, il y a des gens qui ne veulent pas télétravailler. C'est un exemple. Donc aujourd'hui, une boîte qui ne propose pas de télétravail, que ce soit clair. Non, on ne propose pas de télétravail pour telle raison. Voilà notre modèle. Et ça conviendra très bien à certains candidats. Tout à fait, je partage. Il y a un dernier élément avant de passer en mode, action, qui nous paraissait important à partager avec Christophe. C'est en tout cas 2 sujets, qu'on observe. On est toujours entre guillemets «dans ce statu quo» qu'on observait sur les éditions précédentes, en se dire: «Bah, voilà, la rencontre n'est pas forcément simple entre entreprise, projet et candidat». Et pour ce qu'on évalue, en tout cas, dans les enjeux, les difficultés rencontrées par, les candidats, on observe 2 éléments, forts. Le premier, c'est, ici sur la 2e ligne, c'est que les candidats nous disent la dernière fois, ils nous disaient: «Il y a trop de digital, il y a pas assez d'humain». Là, ils nous disent très clairement: «Nous, par les entreprises, on ne se sent pas écoutés au sens entendu et considéré». Donc ça va de tout, du départ, hein, de l'offre d'emploi jusqu'au process de recrutement et sur l'engagement. Et ce qui est plus, on va dire, plus compliqué, pour moi en tout cas, à lire, c'est, ce qu'on observe depuis 4 éditions sur la notion d'expérience candidat. Les RH et les managers ont le sentiment, en tout cas la perception, qu'ils évaluent et qu'ils recrutent les personnes sur les soft skills et les motivations. Alors, on avait déjà eu ce débat avec Christophe sur la fois dernière côté RH. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de soft skills. En réalité, les candidats, et ça ne bouge pas depuis 4 éditions, perçoivent qu'ils sont plutôt évalués et recrutés d'après leur expérience professionnelle et leur CV, que plutôt le côté motivation et soft skills. Et là, même si, les budgets en termes de recrutement sont pas simples, qu'on n'a pas forcément tous les budgets pour mettre de nouveaux outils en place, d'évaluation et cetera. Pour autant, ça veut dire qu'il y a un effort encore à fournir de la part des entreprises et des managers dans l'alignement RH manager pour que cette expérience candidat et le sentiment qu'ils aient envie d'être recrutés sur leurs compétences comportementales soit plus fort que ce qu'il n'est aujourd'hui. Après, l'expérience candidat, c'est un sujet qui démarre avant ça. C'est l'expérience candidat. On a aussi ce sujet, entre guillemets, outil quand même, où il y avait une étude qui disait qu'il ne fallait pas que le process dépasse tant de minutes. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est sûr que si on fait déjà vivre un parcours du combattant au candidat pour déposer sa candidature, son CV, hein, parce qu'on a beaucoup lu recrutement sans CV, mais c'est bullshit. Qui recrute sans CV aujourd'hui? À un moment donné, ça, c'est du marketing. Évidemment qu'il faut un CV, mais il faut laisser la possibilité au candidat de le déposer de la façon la plus simple, rapide, comme s'il allait acheter un produit en ligne finalement. C'est exactement le même process, on en a déjà parlé. Et là, il y a un investissement des entreprises à faire. Moi, je pense que la problématique dans le contexte actuel qui est que les entreprises manquent de CV, c'est qu'en fait, elles investissent sur des one-shots, hein, sur du push. En fait, elles vont payer du push, elles vont payer de l'ADS sur LinkedIn, elles vont payer des licences, elles vont payer une parution sur Welcome, elles achètent du push, de l'instantané. Et donc, elles ne prennent pas le temps de revoir un véritable process parce qu'elles se disent de toute façon, c'est la galère, on n'y arrivera pas.
on n'a pas le temps. Bien souvent, elles n'ont pas non plus l'énergie pour prendre le recul nécessaire pour revoir leur process et se dire, OK, on va retravailler notre process, on va mettre en place notre propre site carrière, on va mettre en place, développer une stratégie d'inbound autour de ça. Non, elles font du push. Et travailler le fond aussi, hein. C'est ça aussi Mais qui est en fait, après, c'est quelque chose qui est naturel en temps de crise, de se dire, ah, comment on s'en sort, faisons une publicité. Alors, on a un commentaire, Marie Oui. nous dit, en tant que recruteur, on évalue les soft skills au travers de la manière dont le candidat se présente et interagit. La discussion autour du parcours n'est qu'un sujet. Oui, je suis totalement d'accord. C'est ce que j'allais dire aussi par rapport à cette stat où le candidat n'a pas l'impression que ses soft skills sont évalués, mais c'est normal. Le recruteur, son job, c'est de les évaluer de façon à travers les expériences, justement. Il ne va pas dire au candidat, OK, comme tu as fait telle expérience, je note que tu as une capacité de gestion d'équipe, une capacité, tu vois. Je pense qu'il y a aussi cette dissonance entre les deux. Le recruteur, c'est son job. Après, il y a cette notion aussi de dérouler les entretiens, enfin, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est vrai que c'est pas simple aussi en réalité par rapport à des candidats qui peuvent ne pas prendre de notes, hein, on l'avait déjà vu, hein, ça. Pas prendre de notes ou pas être intéressés quand ils sont en entretien. En gros, je pense qu'ils attendent de vraiment vivre un entretien structuré tel qu'il est, avec effectivement d'aller les chercher sur des Ouais. comportements passés, observables. Et peut-être que, ouais, il y a peut-être, pour eux, c'est pas perçu parce qu'ils ont peut-être pas forcément la tournure des questions qui va bien. Enfin bref, il y a peut-être beaucoup de sujets et pour le coup, ça englobe pas que les RH dans l'histoire, ça englobe aussi les managers. Peut-être un problème de vocable, un problème de façon de présenter les choses. C'est ça. Alors, Driss dit push égale mode pompier. Oui, c'est ça, un push, c'est mode pompier. Et Céline nous dit ce n'est pas suffisant d'évaluer seulement le comportement en entretien, il faut creuser la façon dont les soft skills ont été utilisés dans les expériences. Oui, il faut les analyser dans des situations qui ont été vécues par le candidat. Et effectivement, elle dit quitte à l'annoncer. Oui. C'est clair. Et après, il y a un autre commentaire qui est. Louisa nous dit ils sont trop habitués aux questions, vos 3 qualités, vos 3 défauts. Alors là, je ne peux pas dire, ça fait longtemps que je n'ai pas passé un entretien, mais déjà, moi, à mon époque, quand j'avais ce type de questions, j'avais envie de me barrer, en fait. Pour autant, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, tout n'est pas perdu, hein, parce que comme on l'a dit dans cette édition, on a posé aussi des questions aux managers, justement pour avoir leur perception quant au marché de l'emploi très clairement. Et tout n'est pas perdu. Pourquoi ? Parce que les managers ont pris conscience, et d'autant plus qu'ils sont particulièrement surexposés depuis ces dernières années, depuis l'après-Covid. Ils sont 83% à déclarer avoir fait évoluer leur posture de recrutement. Donc tout n'est pas perdu, parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire, à mettre en œuvre entre managers et RH pour s'aligner, mais tout n'est pas perdu. Il y a un éclairage, une voie où ils ont envie d'agir et sont bien sûr parfaitement intégrés dans le fait qu'ils sont partie prenante des processus de recrutement notamment. Bon, c'est bien, au bout de 3 ans, ils s'en sont rendus compte. Non, mais ça, c'était un vrai problème sur les 2 dernières années. Et il y a un vrai décalage. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. Il y a un vrai décalage entre la perception d'un manager dans son écosystème et la réalité du marché du recrutement. Et là, sur les années 2020, 2021, 2022, les managers étaient encore ancrés dans des postures à se dire, de toute façon, on est numéro 1 de notre marché, avec une posture un peu de grand-duc. Et là, ça commence à changer parce qu'ils se rendent bien compte que c'est difficile de remplacer les postes, c'est difficile d'ouvrir de nouveaux postes, et c'est encore plus difficile de garder les candidats et de les convertir. On en parlait hier, hein, les phénomènes du candidat qui signe son contrat et qui ne se présente pas, en fait. Donc ça, c'est ce que disait Étienne hier. Hier, on a enregistré un podcast sur ce sujet. Il expliquait qu'effectivement, avant, c'était quelque chose d'exceptionnel qu'un candidat ne vienne pas. C'est moins exceptionnel aujourd'hui. Ça arrive plus fréquemment. Donc, une fois qu'on s'est bien plombé le moral avec cette lueur d'espoir côté manager, on va passer à la deuxième et dernière partie sur les moyens d'action, où là aussi, on a enrichi cette édition en posant des questions très précises, notamment sur la question de sens auprès des candidats. Donc, pour rebalayer cette première partie, environnement incertain, des candidats plus sûrs d'eux qui sont sûrs de trouver un poste, qui sont plus confiants. Ils estiment ne pas être assez écoutés, trouver de projets qui leur donnent envie avec l'adéquation à leurs valeurs.
On observe également un statu quo sur la perception des candidats quant à leur évaluation dans le processus de recrutement et des managers qui ont pris conscience et qui agissent pour justement faire ensemble un alignement parfait avec les RH et les managers pour justement mieux recruter. Alors, il y a une remarque de Christophe qui dit: «L'entretien structuré valorisant les retours d'expérience et les mises en situation sont, à mon sens, les seuls évaluant tous les types de compétences ainsi que le comportement et l'état d'esprit». Et en fait, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Oui, en fait, pour bien évaluer un candidat, il faut le mettre en situation. Et on a parlé pendant l'année et depuis quelques mois des assessments, par exemple. Tout à fait. Et l'assessment center, nous, on a fait des études par ailleurs. C'est plébiscité, je crois, même pas à hauteur de 20% par les entreprises. C'est quelque chose qui est très rarement utilisé. Et pourtant, ça répond à plein d'objectifs. Ça répond aux objectifs de l'entreprise de mettre les candidats en situation, donc de vraiment pouvoir étudier leurs soft skills. Et puis, ça répond aux attentes du candidat, parce que dans un assessment, il va pouvoir rencontrer les gens de la RH, il va pouvoir rencontrer les managers potentiellement avec qui il va travailler, voire même des futurs collègues. Donc, c'est quand même des pratiques qui sont un peu perdues ces dernières années, qui étaient plus courantes dans les années 90-2000 et qui devraient aujourd'hui être remises à l'ordre du jour parce que ça répond à tous les objectifs, aussi bien de l'entreprise que des candidats. Et nous le disent même dans la 7e édition, on pose la question autour de l'assessment. Alors du coup, la stat que nous, on a quand on a posé la question RH au manager, il est utilisé à hauteur de 40% dans les entreprises, même s'il est connu à hauteur de 80%. Et en face, les candidats le plébiscitent et ils sont quasi 80% à dire, comme ça me permet de rencontrer les managers, comme tu l'as dit Christophe, de me donner clairement une idée du projet, de me mettre en situation dans un esprit collectif pour justement valoriser ma personnalité. Donc oui, clairement, il est temps d'agir en replaçant notamment l'assessment center et d'autres éléments au cœur du sujet. Très clairement, je partage. Alors Caroline nous dit, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est difficile de faire adhérer les candidats à ce process, de les faire venir en fait. Tout joue dans la vente du projet, entre guillemets, c'est ça. Après, oui, un assessment, quand c'est mis en place, ça nécessite d'avoir mis en place à côté une stratégie marketing pour faire venir les candidats. Je discutais avec un DRH qui a mis en place une autre action récemment dans l'industrie à Strasbourg, qui n'est pas un bassin d'emploi phénoménal. Il a fait une journée porte ouverte, recrutement dans son usine, et ils ont eu 80 candidats qui se sont déplacés. Alors, il l'a fait en partenariat avec Pôle emploi et je ne sais plus quel cabinet d'intérim mais il a construit sa journée, fait du marketing autour. Et je crois qu'ils ont recruté, au final, ils avaient une 50aine de postes à pourvoir. Et via cette journée, ils ont dû recruter, je crois, 29 personnes. Oui, c'est sûr. On le voit aussi dans l'assessment center avec ces CFD sur des clients industriels, sur des postes pénuriques, des responsables de production, des techniciens de maintenance, sur des candidats qui ne connaissent pas forcément l'exercice. Nos équipes travaillent pour justement les appeler, leur expliquer à quoi ça sert, quels sont les résultats, comment ils peuvent vivre la journée. Et pour le coup, il y a des résultats en termes de recrutement et ça permet aussi d'ouvrir sur des personnalités ou des personnes, des candidats qu'on n'aurait même pas vus autrement que par ces journées de rencontres, en fait. Mais ce qui est intéressant sur ces journées, ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, ça faisait des mois qu'on avait des annonces en ligne et on n'avait pas de CV. Donc, en fait, l'événement physique, en disant aux gens, venez voir nos lignes de production, venez voir comment on travaille, nos produits, venez découvrir finalement par vous-même les métiers qu'on propose, a fait adhérer les candidats, en fait, leur a fait vivre une expérience. C'est clair. Et différente, du coup. Exactement. Donc, on est bien dans le sujet d'agir maintenant. Act now, it's time to act. Face à ce que nous vivons, il faut toujours un petit peu de marketing dans l'histoire. Face à ce que nous vivons et pour lier par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, pour nous, il y a 3 éléments principaux, en tout cas dans nos actions à mettre en œuvre dans notre quotidien, qu'on soit professionnel du recrutement, manager et plus largement en tant qu'entreprise. Le premier sujet, c'est d'être à l'écoute. Et tu l'as dit, Christophe, tu as souligné l'assessment center, tu as souligné aussi ces journées portes ouvertes dans des entreprises industrielles. L'idée, c'est de se dire que les candidats ont besoin nécessairement de pouvoir être à la rencontre de l'humain, du vrai, et de se sentir considérés. Ce n'est pas forcément de se dire on a des attentions, on a des petits cadeaux. Non, c'est de se dire
l'entreprise m'ouvre ses portes, m'ouvre ses méandres et ses secrets, et du coup, j'ai le sentiment, en tout cas, de partager un peu de quotidien avec elle et qu'ils me disent la vérité, en fait, qu'on est vraiment dans cette... Rassure-moi, le candidat, il n'est pas obligé de se maquiller comme ça. Non, là, il est en mode couleur, force motrice disque. Et être à l'écoute, ça veut dire qu'il y a deux sujets sous-jacents. Le premier, c'est l'écoute des signaux forts. On a posé cette même question qu'on pose depuis cette édition à nos chers candidats, en poste ou pas, en leur disant qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait poser des questions par rapport à votre situation professionnelle. En 1, on retrouve toujours ce même numéro 1 depuis janvier, c'est le manque de reconnaissance et de considération. Donc il y a même ce sujet au sein même de l'engagement des collaborateurs, plus largement que le recrutement en lui-même, de dire concrètement, il y a des talents en poste qui ne se sentent pas considérés ni reconnus, tout simplement écoutés. Le deuxième sujet qui est en hausse et qui, pour du coup, alerte, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, les managers sont surexposés, ce qui fait poser des questions encore plus qu'avant que la dernière édition, même si on sait principalement qu'on quitte d'abord son manager avant de quitter son entreprise, mais c'est que le sujet du management, là, sur cette édition de septembre, il est remonté de 4 à 2. Donc, être à l'écoute, c'est être à l'écoute évidemment des managers qui aussi rencontrent des difficultés. C'est pas simple d'engager des collaborateurs quand on a 4% des Français qui se disent engagés dans leur travail. Et être à l'écoute finalement de tous les signaux qui vont faire dire voilà, est-ce que le candidat, le collaborateur a la possibilité de proposer des solutions? Est-ce qu'on peut échanger librement avec le manager? Donc, c'est vraiment être à l'écoute de cette notion d'humain, toujours ce qu'on dit depuis ces derniers mois, qui est vraiment au centre de toutes les attentions. Et le deuxième sujet, c'est la notion de transparence. Alors attends, je vais revenir moi puisque je n'étais pas d'accord avec ces classements. Ok, vas-y. En fait, je pense que les 4 thèmes sont les bons thèmes, mais je pense qu'en fonction de qui il demande au candidat, on n'a pas forcément les mêmes résultats. Tu remets en doute notre légitimité? Non, je remets en doute le fait que quand tu es un cabinet de recrutement, évidemment, un candidat ne va pas te dire la première chose qui m'intéresse, c'est la rémunération. Or, moi, quand je fais des études indépendantes, c'est quand même la rémunération, quoi qu'il arrive, qui ressort toujours en premier. Là où je suis d'accord, c'est sur le management, ça ressort toujours en deuxième point. Mais je pense que très objectivement, la rémunération reste le facteur le plus décisif et déclencheur pour un candidat. Il part pas pour aller gagner le même salaire. J'ai jamais vu un candidat qui gagnait 3 000 € me dire « Ah oui, j'accepte 3 000 € chez vous ». Non, ça n'arrive jamais. Sauf effectivement des personnes qui vont se réorienter, changer de métier. Mais on ne part pas d'un job pour aller faire le même job ailleurs pour le même salaire. Là-dessus, je te rejoins complètement, mais pour autant, ce que ça veut dire dans ces signaux forts, c'est que oui, la rémunération, c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul sujet. C'est-à-dire que oui, on peut évidemment gagner plus, mais si c'est gagner plus et dans un cadre de travail avec un manager qui ne nous respecte pas et qui ne nous entend pas, on ne va pas forcément y aller. En fait, c'était dans ce sens-là. Je suis d'accord avec toi. Après, la rémunération, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, évidemment que c'est un déclencheur. Alors nous, on l'analyse plutôt sur la partie qu'est-ce qui vous fait postuler? En fait, on pose la question depuis novembre 2021, vous avez les chiffres en dessous. Est-ce que vous pensez que la rémunération doit être nécessairement dans les annonces pour que l'annonce soit attractive? Et ce qu'on observe depuis ces 5 éditions, c'est qu'en novembre 2021, on était à 79%. Là, on est à 89%, donc 9 sur 10 des candidats qui déclarent qu'une offre d'emploi doit préciser la rémunération pour être attractive. Donc, ce sujet de l'écoute, il est plutôt lié à la transparence. Et en face, on voit que les managers ne sont pas prêts, donc c'est principalement les dirigeants commerciaux, ne sont pas prêts. Ils sont que 59% à vouloir afficher la rémunération dans les annonces pour des raisons qui leur appartiennent. Donc, on a cette volonté de la part des candidats et des talents en poste. Effectivement, la rémunération est clé, mais on a cette volonté d'être dans la transparence. C'est comme un contrat immobilier. Du coup, ça me fait penser à un webinaire qu'on avait animé il y a un petit peu de temps maintenant avec Michel Richard, le patron de CCL des Talents Industrie. On disait, c'est comme dans l'immobilier, en fait. On a besoin de savoir dans quoi on s'engage avant d'aller plus loin. C'est la même chose. De toute façon, cette question n'aura plus de sens d'ici quelques mois. Avec la directive européenne sur la transparence des salaires, les annonces devront à terme indiquer la rémunération. Les salariés pourront demander la rémunération de leurs collègues. Donc, c'est qu'une question de mois. À marche forcée, de toute façon, on y viendra. Mais malheureusement, à marche forcée, parce qu'en France, on y arrive toujours à marche forcée, sous la contrainte. Et il y a un petit élément complémentaire, c'est qu'il y a 6 mois, Indeed disait qu'il y avait 20% des offres d'emploi qui continuaient la rémunération. Là, j'ai vu une étude récente où Indeed disait qu'on était passé à 50%. Donc, les choses bougent un peu quand même.
Ouais. Il y a Louisa qui dit: «Que répondre quand la direction ne souhaite pas communiquer les salaires sur les annonces par souci de confidentialité par rapport aux équipes en place?» Bah, moi, je répondrais que si c'est le modèle de l'entreprise, ils ont du souci à se faire avec la loi sur la transparence des salaires. Parce que s'ils recrutent des candidats au-dessus des salaires de leurs collaborateurs actuels, ce que ça laisse supposer, ça va être compliqué pour eux dans les mois et années à venir. Ça risque de créer beaucoup de conflits internes. Mmh. Et j'allais faire une petite boutade, vous pouvez aussi leur montrer cette statistique et notre étude pour les sensibiliser. Donc en action, l'écoute et la transparence. Ensuite, en tout cas dans nos pistes de réflexion et d'autant plus dans un contexte d'incertitude, c'est proposer un cap clair. Et je vais faire le parallèle avec cette fameuse question qu'on a posée sur la dernière édition et qu'on a enrichie sur cette 7e édition, c'est de se dire: «Messieurs, dames, les candidats, les talents en poste ou non, concrètement, le sens, c'est quoi?» Et avant ça, on a posé la même question que l'édition précédente en disant: «Est-ce que vous seriez prêt à envisager de changer de travail pour un travail qui ait plus de sens?» Et on est toujours sur cette même statistique, c'est pas pipé, c'est vraiment le même chiffre. On est à 72 des talents en poste qui envisagent de quitter leur travail actuel pour un nouveau qui ait plus de sens. Mais on a voulu aller un petit peu plus loin et c'est pour ça qu'on parle de cap clair en leur demandant: «OK, on parle de sens, mais ça veut dire quoi pour vous? Et qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en avant justement pour que ce sens, cette notion de sens soit forte pour vous?» Concrètement, le sens, ça veut dire quoi? Et la diapositive d'après sera: qu'est-ce que les entreprises pourraient mettre en œuvre pour vraiment que le sens ait une signification pour moi et me pousse à me dire: «Je vais changer d'entreprise pour une entreprise qui me correspond et qui correspond à mes valeurs et qui a du sens». On a posé la question: qu'est-ce qui donne du sens au travail pour moi? En un, se sentir utile. En 2, et ça fait écho à un commentaire qu'il y a sur le chat. En 2, c'est pouvoir concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et en 3, partager les mêmes valeurs que mon organisation. On est globalement très alignés par rapport à ce qu'on vous disait au démarrage de ce webinaire. La notion de 1, se sentir utile, c'est de se dire que j'ai le sentiment de m'apporter des choses à moi, d'apporter des choses à mon entreprise et plus largement à la société et au monde. Et c'est vraiment cette notion d'utilité qui est très forte. Il n'y a rien de pire quand on est en poste de se dire bah, je fais quelque chose, mais en fait je ne vois pas trop l'impact, je n'ai pas forcément de retour sur les résultats qu'il peut y avoir, il n'y a rien de pire. Donc en fait le sujet, c'est le sentiment d'utilité et d'être plus largement reconnu et valorisé dans une ambiance de travail, dans un contexte de flexibilité qui me permettent de m'épanouir. C'est marrant parce que cette question, quand elle a émergé en 2021, la question du sens au travail, tout le monde disait oui, il faut soutenir des associations, il faut, enfin, tu vois. Mm. Et là, en fait, bah non, la réalité, c'est qu'en fait, c'est l'individu qui est impacté. C'est pas parce que l'entreprise va soutenir une cause ou que ça va faire sens pour le collaborateur. C'est un goodies finalement. Ce qui fait sens pour le collaborateur, c'est son job, le feedback, etc. Et puis, c'est le fait qu'il va pouvoir concilier. C'est ça, de toute façon, le point 2, c'est le plus important à notre époque actuelle. C'est pour ça que toutes les entreprises retravaillent leur mode de fonctionnement. Là, on va sortir bientôt une étude sur les stratégies de fidélisation des talents. Et on a noté que, je crois qu'il y a un tiers des entreprises dans l'étude, il y a à peu près 300 répondants, qui sont en train de retravailler leur accord de temps de travail. Un tiers. C'est beaucoup. Parce que, en fait, c'est un des enjeux prioritaires aujourd'hui. Alors, il y a des subtilités, attention. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer en full remote ou qu'ils vont passer à 3-4 jours de télétravail par semaine. Bien au contraire. C'est en train de s'ajuster tout ça. Mais c'est c'est la problématique RH actuelle, l'organisation du travail. Et de toute façon, c'est le fondement de la fonction RH. C'est clair. Et tu disais quelque chose d'intéressant et du coup, ça va permettre d'attirer sur qu'est-ce qui est attendu par les talents pour justement que ça ait du sens au niveau des entreprises. Et ce qu'on a observé, et je fais le parallèle avec ce que tu as dit sur le côté RSE,
On a souvent le sentiment que le sens, comme tu l'as dit à juste titre, c'est lié aux indicateurs RSE, aux actions solidaires et sociales. Et en fait, quand on pose la question très clairement à ces talents qui sont en poste, donc on pose la question suivante: que pourraient mettre en œuvre les entreprises pour donner plus de sens au travail? Ce qu'on s'aperçoit, avant que j'aille dans le détail, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça arrive en toute fin, la notion de transition écologique, d'impact positif sur la planète, d'action solidaire. Et donc, ce que tu dis est très vrai. C'est pour ça que je souriais quand tu le disais, dans le sens que, en fait, c'est pas le sujet prioritaire. C'est important, ils y prêtent attention, mais c'est pas le sujet prioritaire. Pour eux, ce qui est important, en un, et donc là, pareil, j'ai eu des questions à ce sujet en disant: «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» En un, on a cette notion de les entreprises devraient valoriser l'engagement des salariés. Est-ce que c'est de la rémunération? Est-ce que c'est autre chose? Malheureusement, j'ai pas la réponse à la question, mais c'est en tout cas ce qui est ressorti en un en item. Et en deux, et c'est pour ça qu'on parlait de cap clair dans une période d'incertitude, c'est donner une vision claire et des objectifs clairs et cohérents. Une vision claire, c'est dans le sens un projet. C'est pas simple pour les entreprises de se dire à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, je connais pas les perspectives économiques, comment ça va se dérouler, est-ce que l'inflation va être là, pas là. Bref, on n'en sait rien. Mais pour autant, c'est pour de la responsabilité des codières et des directions de se dire, je dois faire mon maximum pour donner de la vision et un projet clair vers là où on va. Ça ne veut pas dire que c'est la crise et qu'il faut tout arrêter les projets d'investissement, etc. C'est de se dire concrètement, il faut oser dire aux salariés, agir dans ce sens-là en disant, il y a un projet, on veut aller là, le chemin sera peut-être pas celui qu'on a décidé parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent là-dedans. Il faut donner cette impulsion pour donner ce cap et ce sens. C'est la recette même de l'engagement au sens large. Et ça, c'est la conséquence du post-Covid, hein, très clairement, parce que toutes les entreprises ont revu leur organisation ces 3 dernières années, ont potentiellement revu leur modèle de business, ont fait des hauts, des bas, ont recruté, ont licencié. On le voit d'ailleurs, le cas pratique, le cas d'école, c'est les entreprises américaines. Mm. Tu vois, tu prends Meta, Google, Disney, ils ont tous licencié. Ensuite, ils ont recruté. Ils ont mis tout le monde en full remote. Ils se sont dit, ah, ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, vous revenez au bureau. Ils licencient ceux qui ne reviennent pas. Donc, on est vraiment dans un effet qui crée en fait une déstructuration du lien collectif en entreprise. C'est clair. Et la situation actuelle, c'est ça. Il n'y a plus de lien collectif. Mm. Donc, et c'est pour ça que les candidats demandent une vision claire et des objectifs clairs. Ils demandent de la transparence parce que ça fait 2 ou 3 ans que les salariés sont baladés dans des organisations où du jour au lendemain, on peut leur annoncer: tiens, ton service, il est transformé. Ton job, il va bouger. Tu vas faire autre chose. Le produit qu'on vendait, on l'arrête. On est en full remote. Non, ça va pas. On repasse en full présentiel. Et c'est ça depuis 3 ans, en fait. Il y a des ajustements. Alors qui s'entendent de la part des entreprises, parce que la bulle classique du monde de l'entreprise a explosé en 2020. Donc aujourd'hui, c'est le chantier principal de la fonction RH, qui est de recréer du lien dans l'entreprise, du lien collectif. C'est ça qui va faire que les entreprises vont s'en sortir et réussir à mettre en place des stratégies de rétention plus performantes. Tout à fait. Et dans cette diapositive qu'on voit en numéro 4, que je trouve aussi intéressant, c'est la notion d'exemplarité de l'organisation versus ses engagements. Pareil, il n'y a rien de pire pour des collaborateurs ou même des talents en poste qui postulent, de se dire, ouais, ok, ils m'annoncent des choses, ils font des belles promesses, mais est-ce que derrière c'est suivi de preuves? Est-ce qu'ils tiennent finalement leurs engagements? Donc quand on parle de cap clair, pour rejoindre ce que tu dis, Christophe, on est aussi là-dedans. C'est non seulement une vision du mieux qu'on puisse le faire, mais aussi de se dire, quand je dis quelque chose, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. On est vraiment dans cette logique-là, très attendue en tout cas par les candidats au sens large du terme, et les talents. On s'est dit beaucoup de choses. On arrive sur la toute dernière partie avec concrètement une synthèse de tout ce qu'on s'est raconté en fait, voilà, sur le côté action et quelles sont les pistes d'action pour justement avancer par rapport à cette étude, puisqu'on fait vraiment ces études dans le sens de se dire on donne une impulsion, on essaye de donner une ouverture et de faire de notre maximum pour que les informations soient les plus utiles possibles. Et notre résumé là-dessus, avant de synthétiser ce qu'on vient de se dire, c'est que clairement, it's time to act, dans le sens agir pour révéler le meilleur de chacun.
Cette phrase n'est pas anodine et du coup, Christophe m'a pardonné de la mettre, puisque ça fait partie des raisons d'être. En tout cas, c'est la raison d'être qu'on a actée avec CCLD en début d'année. Sur le révéler le meilleur de chacun, ça résume tout ce qu'on vient de se raconter sur cette 7e édition. De se dire révéler le meilleur des entreprises par rapport à ce qu'elles sont capables de proposer dans ce climat incertain, révéler le meilleur des candidats et créer ce match pour que finalement, il y ait un sens, un projet, un cap, de l'écoute, de la transparence et qu'on agisse tous à nos niveaux pour que ce lien collectif dont tu parlais, Christophe, qui n'existe plus, qui est un peu délité, ait vraiment du sens. Et pour ça, on aime bien synthétiser ce qu'on raconte avec Christophe en disant aujourd'hui, là maintenant, sur cet instant T, sur cette signature à 6 mois d'après la dernière édition, on est sur un système où ce qui compte vraiment pour les talents, c'est en un, la transparence et la clarté. Donc concrètement, ça veut dire quoi en verbatim? Ça veut dire je veux connaître ce qui m'attend. Donc en gros, on passe par le côté rémunération dans les offres d'emploi, par exemple. Je veux avoir la perception que je suis considérée dans le parcours candidat, mais pas seulement, ça passe sur la qualité des annonces. Les candidats nous disent, moi, du coup, je ne postule pas si on n'a pas de qualité des annonces qui soit au top, parce que ça fait partie de la considération. Arrêtons les copier-coller dans les offres d'emploi en mettant un leader international, comme tu le disais, Christophe, tout à l'heure. Allons vraiment sur l'essentiel, sur l'humain, sur la clarté. Allons chercher ce côté-là pour vraiment s'adresser aux personnes à qui on s'adresse. En deux, c'est l'écoute et le développement. On a dit, j'ai besoin d'être entendu plus qu'écouté et surtout que je puisse m'épanouir, me développer, que je trouve du sens, du plaisir et du développement de mes compétences au cœur d'un projet. Et enfin, c'est ça le plus essentiel, j'ai envie de dire, c'est ce côté hyper-personnalisation, même si j'aime pas trop ce terme, parce que c'est un terme qui est très galvaudé, mais c'est ce côté expérience singulière et qui me ressemble. Du moment qu'on rentre en contact avec l'entreprise, jusqu'on fasse le process de recrutement, que ça s'arrête ou pas, et qu'on arrive ensuite en tant que collaborateur, la personne, l'humain, a besoin de se retrouver dans une expérience singulière qui a tout compris de ce qu'il est et de ce qu'il attend. C'est beau, hein? Bon, c'est beau alors, mais je pense qu'en fait, dans le contexte actuel du monde de l'entreprise, avec tous ces phénomènes de transformation, de mutation des entreprises, de toute façon, les salariés qui sont en place actuellement sont pour beaucoup déstabilisés par les changements. Parce que tu as des changements radicaux dans les entreprises. Donc ça, de toute façon, quoi que tu fasses, quand tu transformes ton entreprise, ton modèle, tes produits, etc., tu ne peux pas gagner l'adhésion de tout le monde. Les gens ont pris des habitudes. Et ça va être le fil de l'histoire de toute façon. On a des tels changements, ça va à une telle vitesse. Là, on nous parle de l'IA qui va détruire des millions d'emplois. Mais tout ça, en fait, au-delà de ça, ça a un impact direct sur l'entreprise, sur les métiers. Les métiers vont se transformer. Mais un salarié, quoi qu'on lui dise, si son métier se transforme et que ça ne lui convient pas, ça ne lui convient pas. Fin du game, en fait. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose qui va s'accentuer dans les années à venir. C'est clair. Et peut-être aussi que la Covid, comme on dit, je ne sais jamais si c'est féminin ou masculin, y est pour beaucoup, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus affirmé quant aux besoins, aux aspirations qu'on a, en fait. Peut-être que finalement, ce qui se joue, c'est pas que les candidats aient pris le pouvoir, c'est le fait que l'humain a tout simplement réussi à se recentrer sur ce qui est essentiel pour lui. Et tout le changement dont tu parles, il est là-dessus, en fait. C'est réussir à passer ce cap et à se dire, voilà comment on considère l'autre, comment moi je me considère. Enfin, trouver l'alignement, en fait. J'ai envie de traduire ça comme ça. Je pense qu'il y a des transformations à faire dans les process, dans la façon d'envisager la relation salariée aujourd'hui, de toute façon. Tu te rappelles, il y a une étude LinkedIn qui dit que de toute façon, dans les années à venir, la projection, c'est qu'un salarié restera au maximum dans l'entreprise 3 à 4 ans. Ouais. Mais tout ça, c'est logique. Puisque les métiers évoluent, tout le monde n'a pas envie d'évoluer, de voir son métier changer tous les jours, de réapprendre son métier de zéro. Donc, je pense qu'on va de toute façon, c'est la tendance du monde de l'emploi aujourd'hui. Et c'est pas négatif, c'est comme ça. On le voit, tu n'as plus de salariés qui te disent moi, je vais faire carrière dans telle boîte. Ça n'existe plus quasiment. Les gens ne se projettent plus sur une carrière. Pour terminer, parce que je vois qu'il y a beaucoup de chats, pour terminer, pour se dire, voilà, concrètement, on se remet en marche sans faire de faux mouvements, jeux de mots politiques. L'idée, c'est vraiment de passer à l'action.
On a décidé avec, Elle était pas bienvenue, celle-là. voilà, on a décidé avec Christophe d'être beaucoup plus sur l'action et se dire, ouais, il y a 3 niveaux, de travail à considérer sur, ce semestre qui arrive. En 1, c'est la marque employeur, en 2, c'est le recrutement et en 3, sur l'engagement. On vous a délivré, tous les 2 au fil de ce webinaire pas mal d'actions, possibles. On a parlé de l'assessment, l'idée c'était de synthétiser. Donc pour être plus clair, au niveau de la marque employeur, il y a cette notion de parcours candidat qui est clé sur le fait de prendre soin, c'est pour ça qu'on a noté #soin, prendre soin, du parcours, enfin des candidats dans ce parcours. Ça passe par la qualité des annonces, qui est quand même un sujet, clé. Ça passe aussi, par cette capacité à, comme tu l'as dit tout à l'heure, à pas faire en sorte d'avoir des process à rallonge, de compliquer le fait de déposer son CV ou pas son CV, enfin d'avoir des machines de guerre, d'outils de dingue dans lesquels on ne peut pas accéder, on met un quart d'heure pour y aller. L'idée, c'est vraiment de simplifier, faire simple et en même temps prendre soin. Et le dernier sujet, en marque employeur, c'est dans la capacité de mettre en œuvre, caractériser un projet qui soit clair, avec une vision, qu'elle soit court-termiste, moyen-termiste ou long-termiste, c'est pas le sujet, mais avec une vision et vraiment ce côté, cap engageant, tout en étant transparent. On est tous un peu dans la même échelle, même situation en termes d'entreprise. C'est pas forcément simple tous les jours. Donc l'idée, c'est de dire les choses très clairement et réussir à travailler sa promesse avec des preuves. Sur le recrutement, on est vraiment dans cette logique au maximum d'être dans cette vente d'un projet, même si le terme vente est un peu galvaudé là encore, mais c'est vraiment d'aller au-delà de ce qu'on peut présenter simplement de l'entreprise et du poste. C'est de se dire, quelles sont finalement les aspirations et les forces motrices des candidats qu'on a en face, comment je vais les questionner pour aller faire en sorte qu'ils puissent parler de leurs compétences voilà, transposables, comportementales, comment je travaille ce sujet soft skills, tout en essayant de délivrer une expérience candidat qui soit la meilleure possible. Et pour ça, tu l'as dit, Christophe, tout à l'heure, il y a les techniques d'assessment, d'ouvrir ses portes. Enfin, il y a cette logique de se dire, replacer l'humain au cœur, le projet, les soft skills, et faire attention, du mieux qu'on puisse le faire, à la notion de soft skills et quels sont mes moteurs qui me font avancer dans mes motivations au quotidien. Et le dernier sujet, c'est l'engagement. Peut-être au maximum, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les managers sont surexposés de plus en plus, peut-être dans une logique en tant qu'entreprise et plus largement RH, d'accompagner et d'impliquer les managers dans toutes les étapes du process, même de la rédaction de l'offre d'emploi pour aller chercher ce dont ils ont envie, quelle est leur projection, et de les aider à bien structurer aussi leurs entretiens. Travailler, et pour ça, les managers doivent être vraiment au cœur du sujet, même dans la marque employeur, sur la partie très opérationnelle, pour construire et partager et animer, puisqu'ils sont quand même en première ligne pour animer le projet d'entreprise. Et surtout, puisqu'on ne l'a pas dit dans ce webinaire, mais on va le dire dans le magazine, on a toujours ce sujet sur la mesure des actions d'engagement qui sont entreprises par les entreprises au sens large. Il y a des choses qui ont été faites, mais on a toujours du mal à mesurer le retour des actions qui ont été mises en œuvre sur le côté engagement. Donc le sujet sur cette fin d'année, c'est peut-être de se dire, il y a des sujets de développement des compétences, de parcours de formation, mais de se dire, au maximum pour aller chercher l'engagement de tout le monde, de se dire, finalement, sur les parcours de formation qu'on a déjà fait, qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce que d'aller sonder ses collaborateurs pour avoir ce côté un peu partage d'expérience et faire vivre l'ensemble au quotidien pour les collabs. Merci Laure. Bien. Je te laisse peut-être le mot de la fin pour la conclusion et peut-être les questions-réponses. Ouais, le mot de la fin, déjà on vous invite, donc je vous rappelle que le magazine sort la semaine prochaine. Tout à fait. Et puis on vous propose aussi de nous rejoindre si vous le souhaitez jeudi 21 septembre pour l'atelier du recrutement qui aura lieu à Paris, qui est un atelier dans lequel on va présenter différents sujets. On reparlera de cette étude, on parlera aussi un peu d'assessment, techniques de recrutement, etc., avec un panel d'intervenants, des conférences le matin, des ateliers pratiques l'après-midi. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Pour finir, rien de plus, en fait. Je crois qu'on a fait le tour. J'avais quand même un commentaire là, qui m'a interpellé de Céline qui disait il y a aussi pas mal de petits entrepreneurs, artisans notamment, qui jettent l'éponge et se retrouvent à retravailler seuls, se séparent de leur collab ou arrêtent de recruter face à des comportements qu'ils ne comprennent plus ou n'acceptent plus. Donc, mais ça renforce cette idée qu'on est dans une mouvance perpétuelle avec des dissonances aussi bien côté candidat que côté employeur.
C'est ça. Et ce qu'elle souligne, que je trouve très intéressant pour le coup, parce que c'est vrai qu'on a parlé des RH et des managers, mais pas forcément des dirigeants. Dirigeants de toute taille d'entreprise, hein, peu importe, c'est pas le sujet, mais ce qu'elle dit, que je trouve très juste, c'est aussi notre capacité à tous d'être en mesure d'accompagner les dirigeants justement sur ces sujets de transformation, parce que comme tu l'as dit, Céline, comme ce qui est écrit ici, oui, il y a les artisans qui sont confrontés, ils ne savent pas forcément agir, donc c'est faire aussi de notre mieux pour aider ces dirigeants d'entreprise pour justement passer le cap et être dans une logique collective pour justement trouver des actions qui permettent d'engager et d'attirer et surtout de recruter. Top. Elle est pas mal cette Céline, hein. Toujours des remarques intéressantes, hein. Céline Labaune pour pas te citer. Merci beaucoup. Ce Merci à webinaire, tous. vous le retrouverez en replay demain sur MyRHline. Et puis, on vous donne rendez-vous le 21 septembre si vous voulez nous rejoindre à Paris. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Au revoir.